primordiale, car si l'on ne trouve pas le ravitaillement d'essence, c'est la panne sèche et l'abandon dans un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre, même par beau temps. Et ce n'est pas le beau temps que découvrent le 12 janvier au matin les concurrents du rallye, mais l'enfer. Le vent de sable s'est levé, un vent qui souffle au ras du sol mais qui cache le soleil. Un vent qui efface les traces des véhicules en quelques minutes. Or, lorsque l'on se perd dans le désert, la règle est de remonter sa trace jusqu'au dernier repère pour reprendre la bonne direction. Dans cet univers cotonneux et étouffant, il va falloir se cramponner aux balises, ne pas en manquer une seule, sous peine de s'égarer complètement. Dès le début, l'équipe Honda va souffrir. Rigoni n'a pas vérifié son essence, il va casser successivement 3 moteurs et abandonner. Philippe Vassar et Gilles Deheul ont décidé de rouler ensemble, sagement. Ils vont se perdre, Gilles va chuter. Ils marcheront pendant 40 km et mettront plus de 48 heures pour rejoindre l'arbre du Ténéré, puis Agadez. À l'arbre du Ténéré, un arbre en aluminium, c'est le ravitaillement. Beaucoup de motos vont le manquer et se perdre, beaucoup de voitures aussi. Le désert commence à être jonché d'épaves et déjà les secours s'organisent. Tous les concurrents sont partis avec des réserves d'eau et de nourriture et ils disposent tous d'une balise de détresse permettant de guider les secours. Mais certains, comme cet équipage japonais, ont sauté des dunes. Heureusement sans dégâts pour eux, mais pas pour leur voiture. À Agadez, jusque tard dans la nuit, les rescapés arrivent. Beaucoup ont eu peur, ils le disent, cela se voit, et tous ont souffert. Non, je prends mon ballon, moi. Et Christine Martin, qui nous fait le point, n'aura pas le temps de souffler. On s'est paumé, on a sauté des dunes, enfin on est arrivé de jour, alors c'était le principal. On est là, on est content. Où en est l'équipe Honda maintenant? Il n'y a plus que Robin qui est neveu et les 2 filles. Les 3 autres sont perdus. Et Vassar et Deseul, on ne les a pas retrouvés. Dans le Ténéré, les recherches continuent pour retrouver les égarés. Certains motards, malgré les consignes, ont abandonné leurs machines. Tous les avions et hélicoptères du rallye partent à leur recherche. Les balises de détresse guident les pilotes. D'autres ont choisi de prendre le mal en patience. Ils se sont installés confortablement et respectent même les règles du code de la route. Il est vrai que ce sont des Japonais. Petit à petit, tous les égarés rejoignent Agadez. Certains sont épuisés, mais à voir Deheul et Vassar, on ne croirait pas qu'ils viennent de passer 50 heures dans le désert. Et pour eux, les balises n'ont servi à rien. L'étape marathon ne va rien changer au classement général.
Par contre, elle va aigrir le caractère de bien des concurrents qui, après l'enfer du Ténéré, trouvent ces 2300 km vers Corogo trop inhumains. Et puis, ce sera surtout la terrible nouvelle de la mort de Jean-Noël Pineau, tombé ou heurté, on ne saura jamais. Jean-Noël était une des grandes figures du rallye où tout le monde appréciait sa gentillesse et sa bonne humeur perpétuelle. À l'étape de Nara, le classement général est inchangé. Auriol est en tête, Drobek est second avec 40 minutes de retard. À noter la performance du pilote privé belge Alain Spira, qui sur la XR Honda se classe 7e. Hubert, t'as eu des problèmes? Non, on s'est arrêté à Bamako pour couper. Là, on roule avec 10 mètres de visibilité, à 100 à l'heure sur la piste. C'est démon. Tout va bien là jusqu'à présent. Il y a X qui est en panne là. 150 km d'ici à peu près. Pas trop fatigué? Si, si. Si, mais on va dormir un bon coup, après ça va aller mieux tout de suite. Papa Le Pelletier a l'habitude, mais il perdra quand même 6 kilos. Entre Nara et Timbreda, la piste devient infernale. D'abord, il y a la poussière. Et puis, les concurrents n'ont plus affaire à des nids de poules, mais à de véritables baignoires caillouteuses. Les camions ont parfois bien du mal à passer. Il ne reste plus qu'un seul sidecar en course, mais Randers et Verboven sont des obstinés courageux. Ils arriveront à Dakar. Dakar qui se rapproche, il n'y a plus que 3 spéciales. C'est tout ce qu'il reste à Patrick Drobek pour rattraper Auriol, qui le devance de 30 minutes. Sur ce terrain mauritanien épouvantable, la BMW est désavantagée par son poids. Par endroits, c'est presque un parcours de trial, et Fenouil va en profiter pour nous montrer ses dons d'équilibriste. Malgré tous ses efforts, Drobek n'a pas réussi à combler son retard. À Rosso, tout est joué, à moins qu'Auriol ne casse de main. Gilles Deheul et Philippe Vassard, enfin sortis du Ténéré, accueillent les survivants du rallye. L'épreuve est finie, la spéciale sur la plage n'est plus qu'une formalité. Plus dur que prévu. Hein. Pourtant, sur ces derniers 100 km avant Dakar, Hubert Auriol va se faire une grosse peur. Une vague va noyer son alimentation électrique, mais grâce au conseil de Bakou, qui va terminer 5e, Hubert pourra franchir la ligne en vainqueur. Quant à Drobek, il est heureux de cette lutte à la régulière qui est restée indécise pour lui jusqu'à la fin. Merci. C'est maintenant l'heure des photos et des congratulations pour les 28 motards survivants. Nicole Métro peut être contente de sa performance. 2e des dames sur une 350, bel effort. Cette 5e édition de Paris-Dakar a tenu ses promesses. Impitoyable pour les hommes et les machines, elle s'est révélée une fois de plus comme un banc d'essai qui ne pardonne rien. Pour tous, finir le rallye est un exploit. Aujourd'hui, chez tous les motards, il n'y a plus que 2 catégories,
ceux qui ont fait le Paris-Dakar et ceux qui rêvent de le faire.